Les nuées ardentes. Le festival Les Nuées ardentes présente Qu'est-ce qu'on mange ? Avec Valérie Livrelli, professeure en microbiologie médicale, Corinne Malpuech-Brugère, professeure de physiologie et de nutrition, Claude-Gilles Dussap, responsable de l'axe Génie des procédés à l'Institut Pascal, et Éric Roux, journaliste spécialiste des questions d'alimentation. Tentez comme il sent bon. Ça sent bon. Oh, c'est terrible. Prise de son Francisque Brémond. Ça n'a rien de comparable. Alors on va le sortir sans difficulté parce que là, la graisse est molle. Qu'est-ce qu'on mange ? Voilà notre magret. Une émission présentée par Benoît Bouscarel. Il s'est Magret fourré au foie gras. Il s'est un peu imbibé parce que c'était dur pour le mettre. Parler d'alimentation et de tous les sujets qui tournent autour de l'assiette, c'est nécessairement parler de nous et de notre rapport à l'environnement et à la nature. À cette table-là sont convoqués tour à tour nos racines et nos empreintes, nos modes de vie et nos affects. Nous allons une nouvelle fois constater que peu de sujets comme l'alimentation permettent d'interroger en autant de directions différentes notre condition d'humain. Dans cette émission aujourd'hui, avec nos invités, nous allons parler de culture, dans tous les sens du terme, de bactéries et de besoins primaires, de milieux clos et d'écosystèmes complexes, de recyclage, de science et de plaisir, de betteraves et de microalgues. Nous allons aller dans l'espace, jusque sur la Lune et sur Mars, mais nous parlerons de terroir. Nous verrons comment évolue notre alimentation et nous essaierons finalement de comprendre un peu mieux, avec différents points de vue, la crise sanitaire que nous connaissons. Mais nous allons débuter ce temps d'échange par un premier regard sur l'une des interfaces peut-être les plus importantes qui nous relient à notre environnement, l'intestin. Bonjour Valérie Livrelli. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure en microbiologie médicale à l'université Clermont-Auvergne. On va apprendre avec vous quelques nouvelles de cet élément central du tube digestif. Vous nous confirmez, Valérie Livrelli, qu'au-delà des succès de librairie et des articles de presse de la rubrique bien-être, énormément de choses se jouent au niveau de l'intestin concernant notre santé, santé psychique, santé physique, et concernant aussi notre rapport au monde. Oui, bien sûr. Le microbiote intestinal est vraiment le tube digestif et le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui le peuplent, des centaines de milliards de micro-organismes dans chacun de nous. Ce microbiote intestinal est effectivement au centre de notre santé et de notre bien-être. C'est-à-dire que des déséquilibres de ce microbiote vont être impliqués dans des problèmes de santé très variés. On va détailler tout ça, mais on peut se considérer comme également porteur d'un génome lié à ce microbiote qui est extrêmement important et qui est même en quantité plus important que le génome qu'on connaît habituellement. C'est ça. Les bactéries qui sont présentes dans notre tube digestif, notre microbiote, c'est 10 fois plus de bactéries que de cellules dans le corps humain. Et le génome qui le constitue est 150 fois plus important que le génome de l'être humain. Donc c'est une carte d'identité aussi ? Oui, les bactéries qui sont présentes sont spécifiques de chacun des individus. On a des grands points qui sont communs, la structure est commune, mais l'ensemble est spécifique de chacun d'entre nous. C'est comme une empreinte digitale. Et on verra que quand on parle de microbiote intestinal, on parle d'équilibre. Hein. C'est ça, Valérie Livrelli ? Oui. Le microbiote, lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous le nourrissons bien, est une forme d'équilibre. Et par contre, beaucoup de maladies, de très nombreuses maladies, sont associées à un déséquilibre de ce microbiote. On va développer là-dessus 100 000 milliards de bactéries, hein, vous me disiez en préparant cette émission. C'est ça. Composant ce microbiote, c'est plus que d'étoiles dans le ciel. C'est l'image que vous preniez aussi. C'est ça, c'est beaucoup plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie. Dans la galaxie. Bonjour Claude-Gilles Dussap. Bonjour. Quand on parle d'étoiles dans le ciel, on va voir quel lien on peut faire avec vous. Vous êtes responsable de l'axe Génie des procédés à l'Institut Pascal et vous êtes responsable du développement du programme européen Melissa qui a à voir avec l'espace. Vous travaillez notamment sur les écosystèmes clos. Vous allez nous détailler tout ça. Hein. Vous avez notamment eu à vous intéresser à l'alimentation des équipages de la Station spatiale internationale. Oui, absolument. J'admire votre transition avec les étoiles dans le ciel. Il y a peu entre l'intestin et l'espace, finalement. Oui. Je suis responsable d'un projet qui s'appelle le projet Melissa, qui s'intitule en anglais Microecological Life Support System Alternative,
qui est simplement un projet de support vie, de système de support vie pour assurer la survie d'équipage d'abord sur la station spatiale, peut-être plus tard et même certainement sur la Lune, et peut-être encore plus tard, je ne le verrai probablement pas, sur Mars, avec des problématiques qui sont des problématiques liées aux besoins primaires d'un équipage, à savoir lui fournir de l'eau, de l'oxygène, capter le CO2 qui est émis, et puis aussi, et c'est là où on retrouve les préoccupations qui sont les vôtres, aussi, bien entendu, produire un certain nombre d'aliments et de nourriture pour cet équipage. Le tout fonctionnant, par définition, en système clos, avec un besoin primaire qui est tout simplement d'éviter de réalimenter en permanence ces équipages, qui est difficilement possible, même sur la station spatiale, qui n'est pas si loin que ça, qui sera de plus en plus difficile sur la Lune et complètement impossible sur Mars, et surtout les voyages qui mènent à Mars, qui sont des missions de plus de 500 jours. Donc là, on parle de santé, on parle de survie, on parle d'environnement aussi, on parle de recyclage. Il y a tout un tas de domaines sur lesquels vous travaillez qui vont nous intéresser, évidemment, également à l'échelle planétaire, c'est ça, hein ? C'est absolument ça. C'est-à-dire que ce type de problématique, finalement, qui consiste à essayer d'imaginer un système, d'imaginer et de construire d'ailleurs, un système qui soit un système clos, qui recycle les différents éléments et qui recycle la nourriture, c'est finalement se poser à une autre échelle, une beaucoup plus petite échelle, les problèmes de soutenabilité et de j'ai le terme anglais, de maintien de la vie sur Terre, la planète Terre. Et se poser ces problématiques, c'est les envisager avec un système qui va beaucoup plus vite que l'évolution du système terrestre, mais qui, finalement, sur le long terme, pose exactement les mêmes problématiques. Tiens, écoutez ça, Claude-Gilles Dussap, une voix désormais bien connue venue de l'espace. De la langue de bœuf façon Lucullus, qui a été préparée pour moi par Thierry Marx, un chef français. Donc c'est un plat que ma grand-mère cuisinait quand j'étais petit, que j'ai souhaité retrouver à bord de l'ISS pour me rappeler un peu mon enfance. Ensuite, en plat de résistance, du poulet au vin jaune et au mori, traditionnel du Jura, qui est aussi un de mes plats préférés sur Terre et qui me fera penser à ma famille une fois que je le dégusterai ici dans l'ISS et que je le partagerai avec mes collègues. Et enfin, en dessert, du pain d'épices. Thomas Pesquet, astronaute français, qui nous donne le menu d'un repas de fête à bord de la Station spatiale internationale. On verra tout à l'heure avec vous, Claude-Gilles Dussap, que les notions de plaisir, de culture, de terroir ne sont pas étrangères à vos recherches. Oui, bien sûr. Quand vous avez un cosmonaute ou un astronaute qui est sur la station spatiale et qui va y passer plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à 6 mois, voire même 1 an pour certains, la notion de plaisir et la notion de lien avec la culture terrestre, la culture à laquelle on a été éduqué, est un lien absolument fondamental. Et tous les cosmonautes le diront lorsqu'ils reviennent sur Terre, disent finalement une de nos plus grandes joies, c'est bien sûr d'avoir observé la Terre, mais l'autre grande joie, c'est de voir pousser une plante ou fleurir, je ne sais pas, un coquelicot ou une pivoine. C'est un plaisir absolument irremplaçable. Et de la même façon, être capable de produire de la nourriture alors qu'on est embarqué dans un système qui est clos et qui est plus ou moins bien relié, et même plus du tout par certains côtés, à la Terre qui peut se trouver relativement loin, c'est un aspect absolument fondamental sur le plan psychologique. On ne travaille pas de la même façon avec l'agence spatiale japonaise, l'agence spatiale russe, européenne, évidemment. Il y a ces questions-là qui sont importantes. On a beau survoler tous les terroirs du monde dans la Station spatiale internationale, il y en a toujours un auquel on se raccroche. Ça va intéresser notre prochain invité. Tous les équipages de la Station spatiale, qui sont en moyenne de 6 personnes, sont des équipages multinationaux. Il y a bien entendu des Américains, mais il y a des Européens, il y a des Japonais, il n'y a pas de Chinois, mais il y a des Russes, bien entendu. Et on sait que tous ces cosmonautes doivent maintenir une certaine forme d'accroche à leur culture originelle. Par exemple, les Japonais vont s'intéresser à la culture du riz, alors que les Européens et Américains vont s'intéresser beaucoup plus à la culture du blé en apesanteur ou de la salade. Vous voyez. Donc il y a des
dimensions culturelles qui sont absolument fondamentales. Qui passe effectivement par l'alimentation. Bonjour Éric Roux. Bonjour. Journaliste spécialisé dans les questions d'alimentation, avec également une casquette d'ethnologue. Et puis vous êtes également à l'origine de l'étonnant festin. On parlera de l'almanach peut-être en fin d'émission pour donner un point de repère à nos éditeurs. Vous êtes évidemment très intéressé à ce que vient de dire Claude-Gilles Dussap. Éric Roux, il y a quelque chose qui est extrêmement important dans l'alimentation, c'est le côté culturel. Ben oui, en fait, on n'emmène pas seulement dans l'espace sa technique, sa performance scientifique, on emmène en fait ce que l'on est culturellement, donc avec des habitudes qui dépasse peut-être un peu la notion d'habitude. C'est une empreinte. Je me demande même si les microbiotes ne peuvent pas être culturels. C'est-à-dire que c'est une nécessité, en fait, à un équilibre psychologique, de performance scientifique, je suppose, que d'avoir des pirochki pour des Russes, du riz pour des Asiatiques et peut-être vous savez, c'est pas forcément un plat, c'est peut-être une notion de goût qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que le goût du grillé pour une culture plutôt méditerranéenne doit être indispensable dans l'espace. Il y a de nombreuses années, j'avais déjà fait une émission avec Alain Ducasse, qui travaillait avec une école de cuisine dans le sud-ouest et qui avait travaillé justement à des plats qui théoriquement devaient partir sur la station internationale. C'est notre programme. à base de spirulina, c'est ça. Puisque effectivement sur la culture de microalgues, je me permets de vous interrompre. C'est exactement notre programme. Nous avons sollicité Alain Ducasse dans les années 2000-2005 pour voir ce qu'il pouvait cuisiner de façon un peu élaborée avec des microalgues qui sont des spirulines, qui sont des microalgues qui sont aujourd'hui disponibles dans des magasins de diététique. Ouais, moi, je soupçonne quand même les gens qui partent dans l'espace d'être des petits rigolos. Parce que j'ai eu entre les mains une bouteille de cognac qui était destinée à la station spatiale. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont envoyé, moi je l'ai bu, mais il y avait une bouteille de cognac spécialement étudiée en termes de forme, et je suppose en termes de comment on l'utilise dans l'espace, qui avait été produite. Vous confirmez ça ? Je confirme. Par contre, que ce soit des rigolos, non. Pourquoi du cognac dans l'espace, d'ailleurs, Claude-Gilles Dussap ? Ça fait partie de l'alimentation aussi. Ça fait partie de l'alimentation. Bon, bien entendu, il n'y a pas d'alcool sur la Station Spatiale Internationale, ça va de soi. Enfin, dit-on. Parce qu'il paraît que dans des cas de stress particulier, il est important que y ait des systèmes de se, je dirais pas de se saouler, mais au moins d'avoir ce style de dérivation. Bien entendu, c'est embarqué. Mais ceci dit, pourquoi cognac, je ne sais pas. Je n'ai pas l'explication. C'est un terroir aussi. Ouais, non, mais on est complètement dans le prolongement culturel de cette histoire spatiale. On ne sait pas si le cognac est parti. Par contre, les producteurs de cognac ont utilisé cette histoire-là pour mettre en avant leur production de cognac en disant on est capable de faire une bouteille pour cognac pour envoyer dans l'espace. Et on en parle encore aujourd'hui. C'est à consommer avec modération, y compris sur Terre. Bien sûr. Éric Roux, surtout avec modération, qui est une amie formidable. Également avec nous sur cette émission, Corinne Malpuech-Brugère. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du Centre de recherche en nutrition humaine rattaché à l'Université Clermont-Auvergne. Vous êtes professeur de physiologie et de nutrition. Pour vous, alors évidemment, on peut parler d'alcool un instant. Je vous ai vu réagir à ce que disait à l'instant Éric Roux, mais le sujet se situe avant tout dans ce que l'alimentation nous apporte et nous fait. C'est ça votre axe évidemment de travail. Vous vous intéressez surtout à l'impact des éléments lipidiques. Avec peut-être aussi ce message d'ailleurs, le gras c'est aussi du bon, Corinne Malpuech-Brugère. Exactement, donc il ne faut pas... L'important je pense dans l'alimentation, et ça fait le lien avec l'alcool, c'est qu'effectivement il n'y a pas d'aliments à stigmatiser. On a le droit de tout consommer, c'est juste la modération aussi. Voilà, ça doit être l'ami aussi de l'alimentation. Et particulièrement sur le gras, c'est souvent un composant des aliments qui est stigmatisé. Il faut savoir que non, dans les aliments, il y a du gras certes, mais il y a du gras qui est important vis-à-vis de la préservation de la santé. Il y a du gras qu'on ne trouve que dans les aliments et que certains types de gras, donc certains acides gras pour être plus précise, qu'on trouve spécifiquement dans les aliments et que le corps n'est pas capable de synthétiser. Donc, c'est le principe des oméga 3. Oui, alors c'est exactement ça. Donc les oméga 3, certains oméga 3, mais il y a aussi donc les oméga 6, sont des acides
acides gras qu'on dit essentiels, c'est-à-dire que voilà, le corps n'a pas l'équipement enzymatique, la machinerie nécessaire pour le synthétiser. Et donc, l'alimentation doit obligatoirement les fournir. Ouais, les produits laitiers aussi, alors vous voyez peut-être pourquoi je passe par là, mais les produits laitiers aussi amènent évidemment des éléments qui sont essentiels à la vie. Il n'y a pas d'acide gras essentiel. Non, ce sont d'autres éléments. Oui, c'est particulièrement certains oléagineux comme la noix, le lin. Donc c'est pour ça que dans les nouveaux repères nutritionnels, on conseille fortement d'utiliser de certains types d'huiles, comme les huiles de colza ou encore les huiles de noix. Et puis, on a aussi donc, les poissons, certains types de poissons, donc les poissons gras qui peuvent apporter certains oméga 3. Mais pour revenir donc, sur la partie des produits laitiers, eux, donc, ils ne vont pas apporter ces acides gras-là essentiels, mais ils vont pouvoir apporter certains micronutriments qu'on peut trouver bien sûr dans d'autres types d'aliments, bien évidemment, mais à des quantités beaucoup moindres, et que donc pour pouvoir couvrir les besoins, particulièrement en calcium, des individus, si on fait le choix de ne pas consommer des produits laitiers, ce qui est tout à fait possible, bien évidemment, à ce moment-là, ça nécessite de consommer des quantités bien plus importantes de ces aliments qui sont beaucoup moins riches en calcium. Éric Roux. J'aurais posé une question parce qu'on parlait des microbiotes qui peuvent peut-être être culturels, mais justement la perception du gras ou l'habitude des produits laitiers sont aussi très souvent des formatages culturels. Il y a des populations culturellement qui ne sont pas habituées à consommer des produits laitiers et c'est très compliqué de leur faire consommer des produits laitiers. Particulièrement les populations asiatiques qui effectivement culturellement ne vont pas consommer des produits laitiers. Mais justement, eux, ils ont d'autres types d'aliments qui ont la capacité, en tout cas, de pouvoir apporter ces nutriments-là. Et ben, justement, tout ce qui est les produits fermentés, par exemple, ce genre de choses, ou beaucoup plus de consommation de légumes, où les algues sont effectivement des aliments qui, culturellement, sont consommés dans ces populations-là, et que donc, nous, on ne consomme pas, et qui donc vont apporter ces micronutriments que nous, on peut trouver par ailleurs dans d'autres types d'aliments. Valérie Livrely, vous nous confirmez ce que disait tout à l'heure Éric Roux sur la signature culturelle peut-être du microbiote intestinal ? Oui, absolument. On sait très bien que la composition du microbiote intestinal dépend de l'alimentation et dépend donc des cultures. On sait que les populations africaines ont des microbiotes qui sont très différents des populations d'Europe de l'Ouest ou des États-Unis. Donc le microbiote, il est ce qu'on lui donne à manger. Alors nous traversons une crise sanitaire, je ne vous apprends rien, elle va peut-être nous pousser à nous poser quelques questions, peut-être de bonnes questions, celle de notre pression sur les écosystèmes, celle peut-être aussi à l'échelle individuelle d'une meilleure alimentation. C'est quoi mieux manger ou bien manger selon vos points de vue à vous ? Peut-être la première à répondre peut être Corinne Malpuech-Brugère. De quoi on parle quand on parle de bien manger ? C'est compliqué de répondre à cette question-là parce que l'acte de s'alimenter devrait être un acte inné puisqu'il en va de la survie des individus. Et du coup, se poser la question de comment bien manger, ça devient paradoxal. Néanmoins, c'est ce que je disais en préambule, c'est manger tout. Je pense que ça, c'est déjà le premier élément. Il n'y a pas d'aliments interdits. Et puis, il va exister maintenant, il existe de plus en plus d'outils de communication pour essayer d'aider le consommateur à faire des choix alimentaires qui soient le plus éclairés possible. Alors c'est le Nutri-Score, par exemple. En particulier, effectivement, cet étiquetage du Nutri-Score qui doit se trouver donc en face avant des produits emballés, donc doit aider et aide le consommateur à entre deux produits identiques,
de pouvoir faire un choix vis-à-vis de la qualité nutritionnelle donc, de cet aliment. En sachant qu'il n'y a pas d'obligation à arborer le Nutri-Score. Exactement. Donc le Nutri-Score n'est pas obligatoire, n'est pas systématique, mais il y a de plus en plus d'industriels qui font ce choix-là. Et donc cet outil qui a été développé en France, grâce notamment donc, à un certain nombre donc, de chercheurs d'équipes parisiennes, et qui a été donc évalué et donc validé par le ministère de la Santé publique. Cet outil est en train aussi d'être finalement maintenant utilisé dans un certain nombre d'autres pays en Europe. L'Allemagne, notamment, vient récemment de choisir cet étiquetage. Les campagnes de communication, les campagnes de prévention, est-ce qu'elles portent, Corinne Malpuez-Brugère? Parce qu'on est confronté à ce genre de messages de communication, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour minimum. Il y en a énormément, on les connaît, on a l'impression de les connaître. Est-ce que ça joue vraiment sur les habitudes alimentaires? Deux éléments de réponse. Le premier, donc effectivement, donc les plans nationaux nutrition santé font donc en tout cas génèrent ces messages de prévention. Et lorsque donc derrière ils étudient l'impact que peuvent avoir ces messages, globalement, les Français connaissent les messages, ils sont capables de les citer. Mais au moment du choix, de l'acte d'achat, c'est là souvent où il peut y avoir une différence. Mais d'un autre côté, lorsqu'ils ont fait les études sur l'impact du Nutri-Score, et quand donc ils ont regardé à la sortie des achats la qualité nutritionnelle du caddie des personnes qui avaient fait les achats, ils ont pu montrer que justement il y avait une amélioration malgré tout de la qualité nutritionnelle du caddie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe quand même, qui infuse dans la société. Oui. Alors ça, après, il faudrait interroger d'autres sociétés, évidemment, d'autres groupes humains là-dessus. Éric Roux, des éléments de réponse? Bien évidemment, le PNNS, le Plan National de Nutrition Santé, joue sur des changements d'habitudes, mais ces habitudes, elles sont complexes et liées à la fois à un propos culturel et à un propos sociologique. Je vous donne 2 exemples très simples. Je fais une interview d'une diététicienne à Lons-le-Saunier, qui travaillait à la fois... Il y a une structure particulière à Lons, c'est qu'il y a une cantine commune qui produit à la fois pour l'hôpital, pour les écoles, pour les personnes âgées et pour les entreprises. Et elle me dit, ma recommandation santé, c'est utiliser huile d'olive, huile de colza. Si ce n'est que l'habitude culturelle, déjà des personnes que j'ai en particulier en gériatrie, c'est qu'ils n'aiment pas ça. Ce qu'ils veulent comme goût, c'est le goût du beurre. Donc, elle est obligée de passer par un tas d'artifices culinaires pour qu'il y ait ce goût du beurre, mais comme matière grasse essentielle utilisée dans la fabrication du repas, de l'huile d'olive ou de l'huile de colza. Ce qui montre bien que on dépasse la notion d'habitude. C'est vraiment une empreinte culturelle qui contraint. C'est la vieille histoire de Marcel Mauss qui dit en fait tout individu est composé de 3 poupées gigognes, une biologique qui est commune à l'ensemble de l'humanité, une culturelle qui est commune à un groupe et qui va contraindre en fait la biologique, et une individuelle qui est celle de la psychologie qui va contraindre à la fois la culture et la biologie. Et on est en permanence confronté à cette histoire-là et qui est un jeu compliqué à gérer. Il y a une nourriture qui est bonne pour le corps, il y a une nourriture peut-être qui est bonne pour le cerveau, pour l'esprit. Merci Paul Lévi-Strauss, c'est exactement ça. Une nourriture doit être bonne à penser avant d'être bonne à manger, quoi. Valérie Livrelli. Je pense quand même qu'on peut aussi changer les habitudes en intervenant auprès des enfants. C'est-à-dire que là, l'exemple type, c'était les maisons de retraite, c'est-à-dire des gens qui ont des habitudes qui sont ancrées depuis très longtemps. Mais pour moi, le programme Nutrition Santé, il va avoir de l'effet, il faut juste le temps que ça s'installe. Mais habituer les enfants à manger d'une façon un peu différente peut permettre de faire évoluer. Deuxième exemple, je peux, parce oui, que pardon. C'est exact. Moi, j'ai travaillé une époque justement sur des populations en situation de précarité qui se fournissaient dans les épiceries solidaires. Et la chose qui apparaît, c'est un refus et une complexité par rapport aux produits bruts. C'est plus valorisant socialement d'acheter un plat tout préparé parce que je suis capable, j'ai les moyens de m'acheter un plat tout préparé, que d'acheter 1 kilo de poireaux, de le transformer, de le consommer à la maison. Ce qui est aussi un petit peu le discours de Anthony Fardet, qui travaille aussi à Clermont-Ferrand, et qui dit les produits bruts ont une valeur nutritionnelle beaucoup plus forte que les produits ultra transformés. Donc on est en permanence... Alors oui, tout est formidable, mais il y a plein d'éléments qui viennent percuter en permanence
cette aspiration à une nutrition qui change et tout. Et puis, juste dernière chose, je me souviens d'une chercheuse qui travaillait à l'INRA sur justement l'éducation au goût et qui disait en fait le goût c'est comme la politesse. Quand on apprend à un enfant à dire merci, il faut lui répéter 1000 fois. Lui dire que les épinards sont bons, c'est lui faire goûter 1000 fois. Et parfois les parents craquent. Oui. Valérie Livréli. Alors moi je voulais revenir sur la question de départ, c'est qu'est-ce que c'est que bien manger du point de vue du microbiote intestinal, on voit que le régime type occidental avec trop de gras et de sucre est très mauvais. Ça provoque un déséquilibre de ce microbiote en faveur, on dit, d'espèces qui sont pro-inflammatoires, qui vont créer une micro-inflammation au niveau du tube digestif. Et cette micro-inflammation peut être à l'origine de très nombreuses pathologies. Mais vraiment, on a du mal à imaginer. Ça va de l'obésité, ça paraît évident, jusqu'à des troubles type dépression. Ça peut être cancer du côlon. Enfin, il y a un rôle vraiment capital de ce microbiote dans ces pathologies. Et le microbiote, lui, il a besoin de fibres, il a besoin de végétaux, il a besoin de céréales, il a besoin de légumineuses. Il a besoin de diversité aussi, Valérie Livréli. Est-ce que vous validez ce que disait tout à l'heure Corinne? Absolument. Alors ça, il faut manger de tout. Absolument. C'est une question d'équilibre. Alors ça, la notion d'équilibre, elle est vraiment capitale. Hein. Et puis encore une fois, si on adore les hamburgers, il ne faut pas que ça soit une frustration terrible. Il faut juste faire les choses avec modération. Mais il faut quand même savoir que ce régime riche en gras et en sucre est vraiment très défavorable pour la santé. C'est très clair, ça. Et ça passe par le microbiote intestinal, entre autres. Et on verra que ça peut aller dans les deux sens, d'ailleurs. Il y a des études très intéressantes, et depuis longtemps, mais qui, là, semblent se préciser. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure, Valérie Livréli, sur l'action que peut avoir le microbiote sur la santé. On peut, vous nous expliquerez ça. On peut agir sur le microbiote pour agir sur la santé. On est très sensible, finalement, à la communication, à la publicité, au groupe de pression aussi. Alors, il y a tous les régimes sans qu'on pourra évoquer peut-être à un moment donné de cette émission. Mais comment est-ce qu'on peut se défaire de la communication autour de ça, peut-être de la pression sociale aussi? Il y a cette histoire d'Edward Bernays, ce neveu de Sigmund Freud et fondateur des relations publiques modernes qui, il y a à peu près un siècle déjà, nous expliquait dans un livre qui s'appelle Propaganda comment il avait fabriqué de toutes pièces le petit déjeuner américain qui finalement n'existait pas, à base de bacon, d'œufs, de viande. Enfin voilà, il fallait manger beaucoup, très très riche et dès le matin. C'était en fait une campagne publicitaire pour les fabricants de bacon, Éric Roux. Oui. Non, mais ça, on le retrouve dans plein de... La surconsommation de viande dans nos sociétés d'Europe de l'Ouest, elle est liée au fait que la viande avait la réputation de reconstituer la force de travail dans une population qui était essentiellement ouvrière ou paysanne, et que cette habitude-là, c'est compliqué de la diluer et de la faire évoluer, parce que cette viande, elle a toujours ce sens de je vais être mange du steak, mon petit gars, ça va te donner de la pêche, et que c'est ça aussi qui est compliqué. Et mon petit gars, il y a une notion très masculine dans la consommation de viande. Alors vous savez que ça, c'est un truc qu'adorent les ethnologues. Le bouilli et le cuit longtemps, qui est plutôt de l'ordre du féminin, et le rôti et le grillé. Mais remarquez, qui fait le barbecue à la maison ? En général, c'est en général monsieur. C'est-à-dire que ces histoires d'ethnologues ne sont pas que des histoires, ce sont des réalités auxquelles on est confronté très souvent. Et ça joue sur le métabolisme, ça joue sur la taille, ça joue sur énormément d'éléments. Je voyais une étude encore très récente qui expliquait qu'entre le Bangladesh et les Pays-Bas, par exemple, la taille moyenne des jeunes adultes était extrêmement différente et allait s'accroissant. Ouais. La taille entre les hommes et les femmes peut s'expliquer aussi par l'alimentation. Peut-être Corinne Malpuech-Brugère, par les habitudes alimentaires. Oui. Oui, enfin... C'est un peu ce que vient de dire Valérie Livréli. Oui, enfin, en même temps, génétiquement ou constitutivement parlant, les hommes sont différents des femmes. Les hommes ont plus de masse grasse, de masse maigre, donc de muscles, si on résume, et les femmes ont plus de masse grasse. Donc, il y a déjà cette différence génétique à la base, qui fait que, effectivement, ça va aussi jouer sur la constitution des individus. Sur les différences géographiques, Corinne Malpuech-Brugère, vous l'avez lu, cette étude J'ai pas lu l'étude, mais oui,
effectivement, j'ai entendu les différents éléments sur la taille et la stature des enfants. Oui, effectivement. Oui, juste parce qu'il y a plein d'articles dans l'histoire de l'ethnographie, de la sociologie, qui font référence à différents éléments que l'on traite en ce moment. L'histoire des fonds de cuisine, qui a été traitée énormément par les géographes dès la fin du 19e jusque dans les années 60, où on constate qu'il y a des habitudes culturelles fortes. Et l'Auvergne est intéressante pour ça, parce que il y a un monde du beurre, il y a un monde de l'huile, il y a un monde des huiles grillées, il y a un monde des graisses animales. Et l'Auvergne, avec sa montagne, ses pays coupés et sa plaine, est un lieu de transition. J'ai souvent l'habitude de dire que Clermont et l'Auvergne, c'est une région irrémédiablement méridionale, mais désespérément tournée au nord. Donc, qui est dans une position où l'huile est omniprésente. Il y avait, je crois, 90 moulins à huile simplement sur le département du Puy-de-Dôme pour faire du colza ou de la noix. La présence du cochon est omniprésente, omniprésente. Et le beurre était produit aussi, mais à chaque fois avec des histoires culturelles très particulières. C'est que le beurre n'est pas un beurre de crème, c'est un beurre qui résulte de l'après-fabrication fromage à partir du petit lait. Le lard et la charcuterie est en général avec une note de rance qu'il rattache à un monde méditerranéen qui est intéressé par ce goût du rance. C'est Marcel Mauss qui disait « L'humanité se divise en deux mondes, ceux qui aiment le rance, ceux qui ne l'aiment pas ». Les Auvergnats étaient traditionnellement des gens qui consommaient du rance, et l'huile est souvent très cuite. C'est-à-dire que pour extraire le maximum de matière grasse, on l'a chauffée, on l'a grillée pour en extraire, ce qui doit jouer aussi sur la qualité des lipides. Oui, on est bien d'accord. Avec même des cas, c'est-à-dire que le colza trop grillé, ça prend des notes de poisson. Parce que je pense que c'est cet oméga 3 qui, trop chauffé, va donner une impression de poisson. Oui, c'est l'oxydation avec la température. Non, mais c'est exactement ça. Il y a plein d'articles. Et ça me fait penser aussi à une chose. C'est un article fait par un ancien professeur d'histoire de la faculté Clermont-Ferrand, Poitrenaud, si je ne me trompe pas, Poitrineau, qui avait écrit un article très intéressant sur l'alimentation au XVIIIe. Et on se rend compte que c'était terrifiant, l'alimentation des populations auvergnates. C'était de la soupe, qui était en gros un bouillon de légumes, de quelques légumes, poireaux, choux, patates au milieu du 19e, parce qu'avant il n'y en a pas, pour mouiller du pain. Et c'était la base de l'alimentation. Et je suppose qu'il devait être carencé terriblement en plein de choses. Non, je pense que pour le microbiote, c'était excellent. Et il me semblait, moi, qu'il y avait aussi quelque chose, c'était la consommation de saumon, qui était extrêmement importante dans la vallée de l'Allier, à tel point que les journaliers demandaient à ne pas en manger plus de 5 fois par semaine. C'est à la fois de l'ordre de la légende et de la réalité. Effectivement, les salmonidés, truites, saumon, ombre, les gars disaient pas tous les jours, quoi. On en va un peu moins parce que faut imaginer qu'à Brioude il y avait des wagons de train remplis jusque dans les années 20 de tonneaux de saumon salé qui partaient en particulier pour nourrir les marins qui allaient à Terre-Neuve pêcher la morue. Ça, c'est une réalité alimentaire, ce qui fait que les poissons de conservation, les poissons de voyage, salés, fumés, étaient très présents en fait dans l'alimentation traditionnelle auvergnate, comme en particulier la morue. Alors avant de prendre un peu d'altitude avec Claude-Gilles Dussat pour retourner un peu dans la Station Spatiale Internationale, restons en Auvergne quelques instants. Corinne Malpuech-Brugère, vous me disiez en préparant cette émission, le régime, et on parlait d'Auvergne, le régime alimentaire auvergnat n'est pas forcément le meilleur qu'on puisse imaginer, même si, comme on vient de le dire, il évolue assez rapidement d'ailleurs. Quand on regarde un peu l'incidence de l'obésité au niveau national et quand on regarde au niveau des différents territoires, l'Auvergne n'est pas forcément un territoire sur lequel on est très bien placé. Si on regarde notamment par rapport à la région Rhône-Alpes, donc les chiffres qui datent un peu maintenant, mais qui mettaient en évidence qu'effectivement on avait une incidence, une proportion d'individus obèses beaucoup plus importante en Auvergne comparativement à l'ex-région Rhône-Alpes. Mais par rapport au niveau national, on était un peu mieux placé que le niveau national. Le niveau national, on était à peu près donc à 17% d'individus. On est à peu près à 17% d'individus obèses. Et en Auvergne, on était autour de 15%, sachant que Rhône-Alpes était autour de 12-13%. Ouais. Et le lien avec les habitudes alimentaires, le régime, il est évident ? Et il y a de grandes chances qu'effectivement, la consommation
consommation, la production des fromages, même si ils sont excellents, la charcuterie sont des aliments qui ont des apports énergétiques très très importants. Et si effectivement on compense pas cet apport énergétique par une augmentation de l'activité physique, eh bien, effectivement, on peut en partie, en tout cas, expliquer pourquoi on prend du poids. Ouais. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit, malgré tout aussi en Auvergne, on a un légume qui est de plus en plus valorisé et qui est important, ce sont les lentilles. Dans les recommandations, les nouvelles recommandations nutritionnelles pour les populations vivant en France, on conseille d'augmenter ce nouveau groupe d'aliments à tel point que donc les légumineuses, il est tellement important qu'on l'a même sorti des légumes pour bien l'identifier. Et donc on recommande la consommation des légumineuses. Et donc en Auvergne, il y a les lentilles. Donc, les lentilles du Puy. Et d'ailleurs, oui, mais c'est vrai qu'elles sont excellentes. Valérie Livrelli, vous opinez du chef et vous êtes parfaitement en accord avec ce que vient de dire Corinne Malpuech-Brugère. Parce que les légumineuses sont connues pour favoriser l'équilibre du microbiote intestinal. C'est la nourriture favorite du microbiote, des bonnes bactéries, des bactéries protectrices qui sont présentes dans notre tube digestif. De par leur richesse en fibres, notamment. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose qui, effectivement, est en train de gagner en importance, Éric Roux. Juste avant d'écouter la réponse du problème des légumineuses dans l'espace, j'aimerais juste une chose qui est passionnante sur le mouvement en fait, alimentaire. Aujourd'hui, en Auvergne, on connaît effectivement l'antilles du Puy, un petit peu l'antilles de Saint-Flour. Il y avait des traditions de pois aussi qui étaient relativement importantes dans différentes régions. Et on commence à voir apparaître de nouvelles cultures. Et ça va de la production bio. Par exemple, sur la Limaille, maintenant, on a au moins 4 producteurs de pois chiches, qui est un légume extraordinaire d'un point de vue nutritionnel et organoleptique. Et l'un des projets pour transformer l'emblavement de betteraves qui s'arrête malheureusement, c'est de faire du haricot rouge, peut-être pour l'industrie de la conserve. Mais tout ça est passionnant parce qu'effectivement, il va y avoir de plus en plus un besoin de ces légumes dits secs qui sont des légumes formidables. Vous en mettez dans l'espace, des légumes secs. Ça fait partie des choses qui sont étudiées de façon assez précise. Hein. C'est la culture du pois, hein, exactement, qui est la base de travail. Hein. Après, une fois qu'on sait faire ça en apesanteur, on pense qu'on est capable de faire la lentille et beaucoup d'autres choses. Mais effectivement, avoir ce type de légumes secs et de fibres est absolument essentiel, surtout sur une alimentation qui est hors produits carnés, quel qu'il soit. Hein. Et pour l'apport en protéines aussi. Oui, bien sûr. Et pour l'apport en protéines. Comment est-ce qu'on mange dans la Station Spatiale Internationale ? Parlons de plaisir un instant, Claude Gilles Dussap, avant de revenir sur les microalgues, avant de revenir sur tout l'aspect scientifique aussi de la logistique et du recyclage. Je pense qu'on mange très mal. Je pense que ça n'est pas très bon. C'est même parfaitement infâme à certains moments, probablement. Enfin, pas tout à fait, parce que les agences spatiales y font de plus en plus attention pour maintenir l'état psychique et psychologique des astronautes, bien entendu. Mais globalement, on mange beaucoup de choses qui sont lyophilisées. C'est le poids d'eau qu'on essaye de minimiser, bien sûr. Et donc, d'un point de vue gustatif, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, mais il s'agit de missions relativement courtes, soit de quelques jours, soit de quelques mois. Et généralement, les cosmonautes qui sont là pour quelques mois, on va soigner un peu plus leur bol alimentaire d'un point de vue plaisir, gustatif, etc., que pour d'autres. C'est-à-dire qu'on va investir un peu plus de masse pour eux qu'on ne le fait pour des gens qui vont partir sur 1 ou 2 ou 3 semaines. Donc, globalement, je suis un peu au regret de vous dire et de vous décevoir et de vous dire que pour l'instant, on mange très mal. Par contre, lorsqu'on étudie de façon de plus en plus précise, et on en parle de plus en plus, des bases lunaires, voire des bases martiennes, mais au moins pour tout de suite des bases lunaires, puisque les agences spatiales, NASA en tête, mais aussi agences chinoises, russes, visent la Lune dans la décennie qui vient, cet aspect-là est parfaitement pris en compte. C'est-à-dire que si on veut faire vivre des gens sur la Lune pendant quelques mois, il est important de pouvoir maintenir un plaisir gustatif, je dirais pas au même niveau que celui qui est sur Terre, mais maintenir un certain plaisir gustatif
et dépasser l'alimentation purement lyophilisée. Il en est de même d'ailleurs sur les équipages de sous-marins. Les sous-marins sont en plongée pendant plusieurs mois, jusqu'à 6 mois, 8 mois pour certains, sans aucun lien avec l'extérieur. Tous les sous-marins nucléaires sont dans cette optique-là. Et là, c'est absolument essentiel que de maintenir ces plaisirs gustatifs. Bien entendu, pas avec les mêmes problèmes de masse que ceux que l'on a quand il faut envoyer ça autour de la Terre à 400 km, voire sur la Lune. Ouais. Il faut maintenir à tout prix le moral et ça passe par l'alimentation. Quelles sont les problématiques de production auxquelles vous êtes confronté, Claude Gilles Dussap ? Parce que, évidemment, dans un sous-marin, vous allez peut-être nous dire qu'on peut pas produire grand-chose, j'imagine. Sur la Station spatiale internationale ou sur la Lune, comment est-ce que ça va se passer ? Comment est-ce que vous prévoyez que ça peut se passer ? Les problématiques ne sont pas les mêmes sur les sous-marins, parce que par définition, sur un sous-marin, il suffit d'aller chercher un peu d'eau à l'extérieur et on a toute l'eau qu'on veut, à condition de la dessaler, bien entendu. Et ça lève quand même un des aspects liés à la masse qui est absolument essentiel. Les problématiques qu'on a à résoudre, en quelque sorte, lorsqu'on envisage de la nutrition spatiale et puis du recyclage et de la production d'aliments dans l'espace, la problématique essentielle, c'est l'apesanteur qui modifie les conditions de culture de toute plante, quelle qu'elle soit, ou de tout réacteur qui est embarqué. C'est donc un sujet extrêmement important. Et analyser, par exemple, la façon dont pousse une betterave, un pois, une salade ou un épi de blé dans l'espace, c'est déjà une problématique qui est liée à de l'agronomie, à des problématiques agronomiques, mais qui pose en miroir des problématiques extrêmement importantes sur la compréhension des mécanismes sur Terre, de développement de la morphologie d'une plante, et c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que, quelque part, s'intéresser à ces problématiques-là pour l'espace, c'est s'intéresser, bien entendu, à des problématiques de recyclage, c'est aussi s'intéresser à des problématiques qui touchent à la façon dont véritablement les déterminants qui conduisent aux formes que l'on connaît sur Terre, sur un certain nombre de plantes supérieures. Et ça produit finalement des connaissances qui sont tout à fait importantes. L'autre problématique, c'est le lien entre le besoin en eau, le besoin en azote et le besoin en gaz carbonique, et donc la production en oxygène. Là, c'est absolument essentiel lorsqu'on a affaire à des problématiques spatiales. C'est aussi important quand on travaille sur Terre, parce que finalement, on vient de s'apercevoir, il y a assez peu de temps, malheureusement, que la Terre était un milieu fini et qu'il n'y avait pas une infinité de capacités de stockage. Alors, on peut faire effectivement une petite parenthèse en passant par l'environnement, mais c'est extrêmement important. Claude Gilles Dussap, vos travaux vous amènent peut-être à voir les choses en petit et en accéléré, mais ce sont les choses qu'on connaît aussi dans nos écosystèmes terrestres ou qu'on va connaître dans un avenir proche. Très globalement, on est sur une population de 8 milliards sur Terre, et ce que l'on sait d'ailleurs, c'est qu'aux environs du 15 juillet, à partir du 15 juillet d'une année, la Terre vit à crédit. C'est-à-dire qu'on est en train de consommer des ressources, quelles qu'elles soient d'ailleurs, en minéraux, en capacité de stockage du gaz carbonique, etc. On est en train de vivre à crédit et donc d'accumuler dans l'environnement des choses qui ne sont pas recyclées. Et donc ça dure un certain temps, comme on le dit, comme on le sait, mais au bout de quelques décennies et bien entendu de quelques siècles, ça produit des effets qui peuvent être des effets absolument redoutables. Et alors quel type de retour on peut imaginer avoir sur les recherches du type de celles que vous menez ? On a plusieurs retours. On a d'abord un retour que je vais appeler systémique. Lorsqu'on essaie d'avoir un système clos dans l'espace, la première chose que l'on essaye de satisfaire, c'est qu'il ait bien entendu ces capacités de recyclage qui permettent de le support vie. La deuxième chose que l'on observe ou que l'on examine, c'est sa stabilité sur le moyen et long terme. Et cette stabilité, on l'a en accéléré, c'est-à-dire que si le système est instable en quelques jours ou quelques semaines, ça veut dire que sur Terre, l'écosystème lui-même va devenir instable. Il y a eu des expériences américaines très, très intéressantes. C'était une expérience qui a été construite dans l'Arizona dans les années à la fin du XXe siècle, du siècle précédent, qui était l'expérience Biosphère 2, où on a dit on va faire une espèce d'arche de Noé, on va tout enfermer, puis on va voir comment ça évolue. Et on a mis une dizaine de personnes dedans, et puis on a laissé évoluer le système. Ça n'a pas duré très longtemps. Le système s'est dégradé, on a été obligé d'ouvrir. Et finalement, quand on laisse simplement un écosystème
se stabiliser lui-même, on peut être amené à avoir des conditions d'instabilité. Il est donc absolument nécessaire d'avoir les moyens de re-réguler le système et de se poser véritablement les bonnes questions en termes d'accumulation du gaz carbonique dont on parle, mais aussi de sous-produits azotés ou encore d'épuisement de certains minéraux, etc. Ces problématiques-là sont des problématiques qui se posent sur Terre, qui vont se poser dans la décennie qui vient et dans les siècles qui viennent. On parle beaucoup de réchauffement climatique, mais ce n'est pas la seule conséquence. Il y en a des beaucoup plus terribles. Avec, il faut bien le dire, ici une vision moyenne, mais ce que l'on sait, et c'est ce qui est dit sur toutes les ondes, c'est que ceci va frapper, j'ai bien dit frapper, de façon très différente d'un coin à l'autre de la planète. Les conséquences au Bangladesh ne seront pas les mêmes que celles à Paris. Ouais. Et ça, il faut en être conscient. Quand je dis pas les mêmes, ça n'a rien à voir en termes d'impact humain. Donc il va falloir agir, c'est ce que vous nous dites, Claude Gilles Dussap. Quelles sont les clés alors pour agir? Il faut travailler sur la diversité. Quelles sont les clés sur lesquelles vous agissez, vous travaillez pour trouver une stabilité ou agir sur la stabilité des systèmes clos? Il y a plusieurs clés. La diversité en est une. Il y en a une autre qui est peut-être encore plus scientifique, qui est de se dire il faut des instruments d'observation en ligne et en permanence. C'est absolument essentiel. Si on mesure de façon imprécise, eh bien on ne sait pas où le système va aller. Donc ça il faut absolument l'avoir. Et puis après, il faut essayer de contrôler des flux du mieux que l'on peut. Alors, sur des écosystèmes clos, c'est pas du mieux que l'on peut. Il faut les contrôler. Et puis, il faut se dire, si on a des surproductions de gaz carbonique pour une raison X, Y, Z, eh bien, il faut mettre des puits de captation de ce gaz carbonique. S'il faut utiliser plus d'énergie solaire, et c'est même certainement la seule voie possible sur Terre, eh bien, il faut le faire, quitte à perdre en vitesse de production, mais il faut le faire. Et donc, on voit bien que derrière tout ceci, il y a tous les plans qui commencent à peine à émerger en Europe et aux États-Unis, notamment, mais au Japon aussi, qui consistent à produire de l'hydrogène par voie photosynthétique, etc., etc. C'est ces types de choses. Mais la consommation de produits pétroliers, par exemple, ne fait qu'accroître la quantité de CO2 dont on connaît les incidences en termes de réchauffement climatique et de bien d'autres incidences, d'ailleurs. Pour revenir sur l'alimentation, Claude Gilles Dussap, quelles sont les briques essentielles sur lesquelles on doit travailler quand on parle d'alimentation, d'équipage, qui partent comme ça pour de longues missions? Quels sont les éléments dont on ne peut pas se passer? Bien entendu, c'est un équilibre du bol alimentaire qui est extrêmement étudié avant le départ, c'est-à-dire que chaque astronaute est passé, je dirais, au crible de toutes les analyses possibles, y compris de du métagénome de son biotope intestinal, etc., pour définir des rations alimentaires qui soient adaptées à sa survie, bien entendu, et adaptées aussi à des conditions qui sont des conditions très particulières d'apesanteur, pour la plupart, donc avec des pertes de masse musculaire, et un exercice physique qui est extrêmement important, parce qu'il y a des efforts à faire. Vous savez, aller réparer en sortie extravéhiculaire un engin sur le dos, je dirais, de la station spatiale, ça demande un effort qui est absolument considérable. Donc, il faut concevoir des rations alimentaires, et c'est ce qui est fait, qui sont extrêmement bien calibrés. Ça, c'est le premier point, avec tous les équilibres entre glucides, lipides, etc., oméga 3, et essentiellement à partir de produits qui sont végétaux. Il n'y a pas de composants animaux. Ça, c'est une chose qui est à faire pour au moins la survie des astronautes sur Terre, sachant qu'au bout de 6 mois, on peut interviewer Thomas Pesquet là-dessus, on arrive, on ne se tient plus debout. On a tous vu des images de Thomas lorsqu'il est arrivé dans les steppes d'Asie centrale. Il a mis plusieurs jours à remarcher. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un effet sur le corps qui est absolument considérable, effet dû notamment à des conditions d'apesanteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se mettre en situation de produire sur place, c'est-à-dire sur la station ou sur la Lune ou sur Mars plus tard, de produire sur place les composants, les briques essentielles de l'alimentation qui soient suffisamment équilibrées. Et alors là, on parle de microalgues, de spiruline, c'est tout le débat qu'on avait tout à l'heure. La microalgue est une
probablement une brique élémentaire absolument essentielle. Hein. Quand on a mis ça, on a été parmi les premiers à le mettre d'ailleurs sur la table en quelque sorte, il y a une trentaine d'années. Et ça résulte, c'est une découverte qui est française d'ailleurs, qui résulte d'ethnologues qui ont été, bien entendu, mais j'ai jamais dit le contraire, d'ethnologues qui sont allés examiner la nutrition des populations autour du lac Tchad. Et ils se sont aperçus que ces populations consommaient et vivaient, pas exclusivement, mais très majoritairement à partir de cultures d'une microalgue, qu'on appelle une microalgue verte, hein, qui était de la spiruline. Et puis de là, finalement, on s'est aperçu que cette microalgue était tout à fait consommable par des populations qui n'étaient pas uniquement celles du lac Tchad, qu'elle contenait énormément d'oméga 3, hein, comme beaucoup d'algues comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez faire le tour de tous les magasins de nutrition de Clermont-Ferrand, enfin quand ils sont ouverts, vous allez vous apercevoir que vous avez des petites briques de spiruline qui sont séchées. Donc ça, la microalgue est vraiment un composant essentiel. Il n'y a pas que ça. Il y a toutes les légumineuses, le pois, la salade, les céréales, bien entendu, qui méritent d'être ajoutées à la ration alimentaire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend du coup, et c'est ce qu'on vient d'entendre, hein, beaucoup de notre alimentation. Peut-être, quand il va falloir faire face à d'importantes crises, repenser l'alimentation sera important. Valérie Livrely, je vous ai vu très souvent être très intéressée sur les propos de Claude Gilles Dussat. Oui, c'est passionnant, c'est un domaine qui est passionnant. Je voulais rebondir surtout sur l'idée de l'intérêt de l'ethnologie, parce que il y a, oui, je n'en doute pas, il y a quelqu'un qui est très important dans mon domaine qui s'appelle Metchnikov, qui est quelqu'un qui a eu le prix Nobel en 1906 pour sa découverte de la phagocytose. Et c'était un savant russe qui a beaucoup fait de missions anthropologiques dans le Caucase. Et c'est lui qui, le premier, a développé l'idée de probiotique, on dirait aujourd'hui. Et cette notion est à l'origine des yaourts. C'est lui qui a créé les yaourts, donc les produits fermentés, les produits laitiers. Et le point de départ, c'était ses missions anthropologiques dans le Caucase, où il a vu que les populations vivaient très âgées, en bonne santé. Et il s'est aperçu qu'ils consommaient énormément de lait fermenté. Et il se disait qu'il y avait probablement un lien entre santé et consommation de lait fermenté. Voilà. On a souvent parlé du régime alimentaire aussi français, à base de vin, qui était censé être aussi quelque chose d'assez intéressant. Le French Paradox, voilà. C'était pas seulement le vin, il me semble que c'était aussi l'histoire du gras du canard. Hein. Corinne Malpiège, les légumes secs, c'est comme le régime crétois. C'est un des éléments. Alors, on avait avancé l'intérêt des polyphénols qui étaient présents dans le vin. Donc, certes, mais il semblerait aussi que malgré tout, la consommation de la graisse de canard, le canard gras ou les oies grasses, le gras du canard, en fait, contient donc de l'acide oléique. Donc, il y a un acide gras monoinsaturé. Et l'acide oléique, comme son nom l'indique, c'est l'acide gras que l'on trouve dans l'huile d'olive. Et donc, en fait, voilà, il n'y a pas que ça, mais une des pistes possibles d'explication de pourquoi les habitants du Sud-Ouest qui mangent gras, qui boivent du vin avec modération, mais qui boivent du vin, ont moins de pathologies cardiovasculaires que d'autres habitants au niveau français, pourrait être lié au fait que voilà, la graisse de canard contient de l'acide oléique et il y a tout un tas de travaux qui mettent en évidence l'intérêt donc, du fameux régime méditerranéen basé majoritairement sur la consommation d'huile d'olive. Est-ce qu'on peut imaginer comme ça un jour prendre le meilleur de plusieurs des régimes à travers la planète pour en faire le régime idéal? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est étudié, qui est fantasmé, Valérie Livrely? Plutôt les régimes idéaux, c'est-à-dire c'est ça, mais effectivement l'alimentation aussi du sud-est asiatique, il y a des choses qui sont super positives, ou le Japon, donc il y a plein d'éléments qui sont positifs dans plein de cultures. Effectivement, il faut retenir le meilleur, mais il ne faut pas imposer quelque chose, il faut que ça soit des
diversité et équilibre, toujours. Ouais. Oui, puisque l'homme adore la diversité et c'est un peu comme ça qu'il existe. Et je trouve ça passionnant parce que là, on a 3 représentants de sciences plutôt dures. Moi, je suis sur une approche plus molle et je suis assez épaté parce que ce que j'entends, c'est qu'il parle de diversité, il parle de réalité culturelle, c'est-à-dire entre le régime japonais qui faisait des centenaires sur l'île du Sud, Okinawa. Aujourd'hui, c'est l'une des îles où il y a le plus grande quantité d'obèses. Comme d'ailleurs sur les îles du Pacifique, ce régime méditerranéen, je trouve ça passionnant parce que en fait, il y a 2 extrémités. Il y a l'hyperscience, c'est-à-dire que réflexion, décortiquage, avec vraiment des points de recherche. Et à l'opposé, j'entends en fait le côté militant de je veux garder la serpette d'Auvergne, petit pois caractéristique, et que en fait tout ça va dans le même sens. Et que ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire d'un discours raccourci, simplifié, réduit au minimum. Une question simple nécessite une réponse complexe. Et c'est super important de le répéter aujourd'hui, c'est-à-dire que l'acquisition du savoir, des connaissances est indispensable à une société qui progresse, qui est juste et qui réfléchit en fait à son avenir. Valérie Livrely. Oui, non, je peux qu'être d'accord avec ça. Il faut le répéter dans le temps un petit peu parce que parfois on se ramate. L'éducation est importante, l'information et éduquer les individus. Et pour rebondir sur ce qu'avait dit Valérie Livrely, ça doit aussi peut-être passer par les enfants. C'est-à-dire que l'éducation, si on arrive à éduquer, à informer correctement les enfants, ça peut aussi permettre que ça entre dans les familles. Juste pour c'est-à-dire que c'est pas de la pensée magique, c'est de la pensée rationnelle. Et que cette pensée rationnelle, elle a besoin de conscience critique, d'apprentissage, de confronter les avis. Et il n'y a pas un choix à faire, il y a plein de choix qui sont absolument tout aussi passionnants les uns que les autres. Bon, sciences dures et sciences molles sont réconciliables, du coup. Valérie Livrely, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de microbiote et d'équilibre de microbiote. Ça, c'est extrêmement intéressant et qu'on fasse peut-être un point avec vous sur les dernières recherches en ce domaine. Vous allez nous parler de transplantation de microbiote, parce que comme on le disait tout à l'heure, le microbiote, ça peut aller dans les 2 sens, c'est-à-dire que notre alimentation va influer sur les équilibres du microbiote, mais le microbiote peut aussi, par son rééquilibrage, influer en retour sur la santé. Oui, donc effectivement, c'est des expériences qui sont relativement récentes parce qu'avant, on n'avait pas les outils à la fois pour caractériser le microbiote, cette immense diversité, donc savoir combien on a d'espèces différentes et à quel taux sont les populations. Donc c'est des nouvelles méthodes qui ont une dizaine d'années, à peu près une quinzaine d'années, des méthodes qu'on dit moléculaires, qui permettent de caractériser ce microbiote. C'est-à-dire qu'on séquence le génome Voilà, on appelle ça un métagénome. On séquence le génome entier de toutes les bactéries, tous les micro-organismes qui sont présents dans le tube digestif. Et ça permet de donner une carte d'identité extrêmement précise. Et ensuite, on peut comparer des individus. Avant, on n'avait pas assez d'outils pour le faire. On peut comparer des individus et des groupes d'individus. Et on va prendre des gens malades, ou des gens obèses et des gens sains, et on va comparer les microbiotes. Et on obtient ainsi des espèces de signatures. Donc, on voit que certaines bactéries sont dites protectrices. Elles ne sont pas présentes chez les gens qui sont obèses, et elles sont présentes chez les gens qui sont minces. Et donc, on pensait au départ qu'effectivement, lorsqu'on donnait au microbiote la nourriture, va aller réguler les populations. Mais on se rend compte maintenant que le simple fait de transférer le microbiote à un individu va donner des caractéristiques. Alors, pour être très factuel, si on prend le microbiote d'un patient obèse et qu'on le donne à une souris, qui, elle, n'avait pas de microbiote, et qu'on donne un microbiote de patient mince à une autre souris, la souris qui a reçu le microbiote du patient obèse va devenir plus grosse. Ce qui ouvre des pistes de traitement assez incroyables. Par exemple, donc c'est vrai pour l'obésité, c'est vrai pour un très grand nombre de pathologies et même des aspects de dépression. On peut transférer du microbiote de souris qui sont stressées et qui ont des comportements qu'on peut assimiler à la dépression. Et ce microbiote-là va rendre les souris qui le reçoivent plus sensibles à des stress. Donc on se rend compte que le microbiote joue vraiment un rôle capital sur toutes les informations qu'il va communiquer au reste du corps humain. Et on peut jouer sur une certaine forme de colonisation, c'est ça, du microbiote c'est ça. d'un patient sain jusqu'à... Alors,
on travaille à différentes pistes qui sont à l'étude à l'heure actuelle, puisqu'on se dit que si on peut modifier le microbiote, on va pouvoir aider les gens dans toutes les pathologies qui sont liées à ces déséquilibres. Et les expériences les plus étonnantes, c'est avec une pathologie très particulière qui est une infection intestinale qui est mortelle, donc ça s'appelle les colites à Clostridium difficile. Et le meilleur moyen de soigner les gens qui font ces pathologies récidivantes, c'est de transplanter le microbiote fécal d'un patient sain à ces patients malades. Donc, transplantation de microbiote fécal, ça a un côté très... transplantation, greffe, on est dans un domaine médical très aseptisé, etc. Dans la réalité, c'est faire ingérer ou donner des matières fécales d'un patient sain à un patient malade. Mais pour cette pathologie, c'est incroyable. On a des taux de succès de 95%. Ça guérit vraiment les gens. Ce qui peut paraître contre-intuitif et qui pourtant, d'ailleurs, est très ancien. Hein. Ce genre de pratique est connu depuis oui, assez des longtemps. millénaires. En Chine, c'était une pratique qui était déjà connue dans certaines pathologies. On donnait les matières fécales de personnes pour traiter des maladies. Et donc, c'est pour ça la science, finalement, elle évolue en permanence. Il faut toujours rester très humble parce qu'il y a 50 ans, on aurait dit que c'est une pratique de sauvage. Vous voyez ça comme quelque chose d'absurde. Oui, c'est encore assez contre-intuitif. Oui. Mais en réalité, aujourd'hui, il y a énormément on se rend compte que ça peut être vraiment bénéfique pour un grand nombre de patients. Et il y a beaucoup d'études qui sont en cours sur des gens qui ont des maladies inflammatoires chroniques, des syndromes de l'intestin irritable, les gens qui ont des douleurs de Crohn, en permanence. par exemple. Oui, la maladie de Crohn. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur cette transplantation de microbiote fécal. Alors, il faut faire aussi très attention parce que si on dit le microbiote fécal est lié à l'obésité, eh ben, il faut que le patient qui est le donneur, il soit pas dépressif, il n'ait pas d'obésité, il n'ait pas de maladie inflammatoire, faut des gens qui soient vraiment en parfaite santé parce qu'on risque de transmettre des membres d'équipage spatiaux peut-être. Oui, je sais pas. Avant qu'ils partent, oui, quand ils ont un microbiote. Avant qu'ils partent. Je peux vous dire que leur microbiote intestinal est parfaitement analysé avant qu'ils partent. Et bien entendu aussi à l'arrivée. Il y a des différences. Oui, et ça fait partie de la sélection, j'imagine aussi. Oui, alors il y a des différences qui sont dues à des régimes alimentaires qui sont peut-être pas les régimes alimentaires normaux quand l'individu est sur Terre. Et puis dû aussi au fait de la non-gravité. Hein. Il y a la pesanteur est quelque chose qui influe sur l'organisme et différentes fonctions de l'organisme, en particulier la synthèse osseuse. Les gens qui reviennent ont de l'ostéoporose, par exemple, et c'est un des grands problèmes, d'ailleurs, pour des missions de très longue durée. Donc il y a tout un tas de phénomènes qui sont relativement mal compris, qui sont de plus en plus étudiés. Et finalement, le fait de savoir, on va reboucler finalement, le fait d'avoir compris ce qui se passe en apesanteur permet d'avoir des visions sur certains mécanismes et donc de revenir vers des aspects de traitement et des aspects de compréhension. C'est comme ça que progresse la science, pas à pas, avec des très hautes, des choses de très haute technologie, puis aussi des choses parfaitement élémentaires. Hein. Vous savez, il y a la low-tech qui consiste à faire du confinement, et là, il y a la high-tech qui consiste à faire des vaccins en moins de 6 mois, quoi, ou en moins de 8 mois. Quoi. Ça progresse comme ça. Merci beaucoup, Claude-Gilles Dussap, responsable de l'axe génie des procédés à l'Institut Pascal et responsable du développement du programme européen Mélissa. Merci à vous. Merci également à Valérie Livrelli. Vous êtes professeure en microbiologie médicale à l'Université Clermont-Auvergne. Merci à Corinne Malpuech-Brugère, directrice du Centre de recherche en nutrition humaine, professeure physiologie et nutrition. Et puis merci également à Éric Roux, de l'étonnant festin. On peut parler peut-être en 2 secondes de l'étonnant almanach. Non, juste l'incroyable almanach. L'almanach nourricier de Clermont-Auvergne, en fait, c'est un peu tout ce qu'on a raconté. C'est essayer de donner
la respiration d'un territoire au travers de son alimentation. C'est la phrase classique, se nourrir, c'est un fait social total. Donc on peut parler de tout. Et c'est le but en fait de l'étonnant festin. Et dans l'almanach, c'est essayer de dévider la bobine justement de notre alimentation dans ce qu'elle est inscrite dans l'histoire, dans ce qu'elle est aujourd'hui et dans tous les enjeux à l'échelle d'un territoire que représente l'alimentation. Comment nous nourrirons nous demain, c'est comment gérerons-nous notre écosystème et comment culturellement on continuera à taper du pied en disant oh, c'est quand même bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Qu'est-ce qu'on mange? Une émission du festival Les Nuits Ardentes. Préparation, Fanny Sorbader. Prise de son, Francisque Brémond. Extrait des émissions La cuisine des mousquetaires, FR3 et La quotidienne, France 5.